Bonjour monsieur. Bonjour. Pourriez-vous prendre la peine de vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas ou qui croient vous connaître? Je m'appelle Didier Le Fur, je suis historien. Ça fait 30 ans que je travaille sur ce temps qu'on appelle les guerres d'Italie. Ce temps qui se structure comme ça entre la fin du XVe et le milieu du XVIe siècle. Et c'était la base de ma thèse et c'est devenu depuis mon travail d'historien quotidien par la publication de l'ouvrage. L'histoire est-elle une science? Grande question. C'est ce qu'on veut faire croire, c'est ce qu'on a imaginé qu'elle puisse être, essentiellement pour, dans cette structure telle qu'elle a été mise pour légitimer son existence à partir de la fin du XVIIe siècle, pour la séparer justement de l'histoire dite empreinte de la religion et de l'imaginaire religieux, notamment de l'imaginaire catholique, et pour faire une scission comme ça et d'essayer de croire que finalement on pouvait, puisqu'on était capable, puisque l'homme dans un contexte de progrès où Dieu s'éloignait de plus en plus de sa puissance sur les individus et où l'homme pouvait donc refaire son histoire et essayer de construire une histoire justement sans les miracles divins ou sans la puissance divine, eh bien, on a essayé de prouver que l'histoire pouvait être une science justement par la recherche de sources et par le retour et la réécriture. Le seul problème, c'est que on n'a jamais pu éviter que l'histoire soit dépendante et d'un pouvoir, quel qu'il soit, d'une idéologie, quelle qu'elle soit, ou voire même de préoccupations de minorités, comme on le voit aujourd'hui, et dire que si on l'applique comme une histoire, comme un principe de science tel que moi je peux le concevoir de par mon expérience familiale, puisque ma mère travaillait dans la génétique et mon père dans la physique, et de comparer ça, c'est incomparable. Alors on va vous dire que c'est une science humaine, ça veut dire que dans les travers, mais toutes les autres sciences sont des sciences humaines aussi, puisque c'est l'homme qui les fait. Et l'histoire était plus exactement une histoire de l'homme, ou une science de l'homme, plutôt qu'une science humaine, telle qu'on a voulu la définir, en tout cas comme science. Et elle reste, pour moi, en tout cas, comme pour la philosophie, c'est-à-dire grosso modo, c'est dans l'air du temps, c'est des pensées de certaines personnes ou de groupes, mais en aucun cas une science telle qu'elle peut être comme la science mathématique ou la science physique. Et prétendre que l'histoire peut être une science serait, à mon avis, une grosse erreur. Que faire du passé? Est-ce que le passé doit expliquer le présent, ou le passé représente un idéal à atteindre ou un modèle à dépasser? Alors, le passé, c'est toujours la preuve. Alors ça, je vais faire une réflexion par rapport à moi. Le futur, j'ai toujours trouvé lent. Et si je faisais de faire de l'histoire, c'est pas justement parce que je trouvais que le futur était lent, alors que le passé, en un livre, on y était plongé. Et bien, c'est un peu la même chose. Ce passé, mais comme le nôtre, on zappe des choses, on se préoccupe de certains événements plus que d'autres, quelquefois à tort, puisque ces événements-là cachent d'autres événements, et nous empêchent donc quelquefois de nous guérir nos blessures ou de nos plaies. Et bien, finalement, l'histoire d'une nation, l'histoire d'un peuple, l'histoire d'un monde, reste exactement la même chose. On est toujours dans des préoccupations immédiates et quelquefois il faut un peu fouiller, il faut un peu déblayer pour que naissent d'autres choses avec des inconnus forcément. Et l'histoire c'est comme un émental, c'est plein de trous, ça doit rester plein de trous. Si on commence à les boucher, on fait un autre livre, on fait un comté, on fait un autre fromage, on fait on crée un autre imaginaire. Et croire que, là aussi, et là je reviens sur la notion de science, que l'on peut, et que l'historien peut, comme ça, niveler et structurer une route bien lisse des origines à nos jours, est une hérésie. Ça tourne en rond, les pensées sont les mêmes. Vous voyez, j'étais en train de travailler, il n'y a pas très longtemps, sur un texte
Charles de Lorraine, cardinal de Guise, et qui s'en allait à 30, et ses préoccupations premières, on est en 1562, c'était il est catholique, on est dans un contexte difficile en France, entre catholiques et protestants, à savoir si les protestants vont être à ce concile et si finalement la religion protestante va être déclarée officiellement hérétique, comme une hérésie. Et bien, ce cardinal part avec l'idée de proposer des choses qui pourraient être modérées ou en tout cas faire revenir certains catholiques qui avaient tendance à partir du côté du protestant dans le giron romain. Et pour ça, il posait des questions toutes bêtes. Une messe, la liberté au curé de faire des messes en latin ou des messes en français, la liberté au curé de parler des images, d'en avoir besoin dans leur sermon ou pas, et la liberté au même curé comment on appelle ça, j'ai oublié l'expression, d'utiliser les saints ou pas. Et ces idées-là, si on regarde bien, Vatican II, 4 siècles plus tard, les a adoptées pratiquement. Et oui, c'est pour vous dire que en 4 siècles, les idées qu'on pouvait considérer comme nouvelles ou qu'on a cru nouvelles au XXe siècle n'étaient pas du tout, et qu'au XVIe siècle, elles étaient déjà ancrées dans l'imaginaire d'une quantité de gens, sans pour cela qu'on soit révolutionnaire, mais simplement pour une adaptation, pour une ouverture. Et c'est l'idée d'un progrès qui va de A à Z ou même à l'infini est un concept. L'histoire, ça tourne beaucoup plus et on a toujours, en général, on n'est jamais les premiers à inventer les bêtises on n'est jamais non plus les premiers à croire que on va pouvoir réformer. En général, ces idées, on tourne toujours du même processus. Et c'est là où l'histoire devient intéressante, par rapport à nous, c'est-à-dire en gros elle n'est pas forcément très glorieuse par rapport à ce qu'on est soi-même, c'est-à-dire grosso modo à croire toujours bêtement qu'on s'enrichit continuellement par l'expérience et par la réflexion, mais qu'en fin de compte on tourne dans nos hésitations et dans nos peurs. D'une manière générale, est-il possible de faire de l'histoire sans être lié à Dieu, à une religion, à une idéologie ou à un État? Concrètement, est-ce que l'objectivité existe en histoire? Non. Elle est impossible de par le fait qu'il y a de l'émotion et qu'il y a des choix. À partir du moment où vous choisissez un sujet, ou qu'on vous impose un sujet, soit de recherche quand vous êtes étudiant, soit après quand vous prenez votre liberté, elle est liée forcément à votre passé, à vos émotions, et dès qu'il y a de l'émotion, il n'y a plus d'objectivité. Cette objectivité, on peut essayer d'être le plus sincère qui soit, on peut se neutraliser, on peut essayer de s'oublier, mais c'est compliqué toujours parce que d'abord il y a le temps pour rendre un article, le temps pour rendre un livre, le temps pour rendre un diplôme, donc on est obligé de faire une sélection. Il y a un volume aussi de 10 pages qu'on vous demande pour un article, de X pages pour une thèse ou de X pages pour un livre. Et donc de fait, il y a déjà une formation, un formatage qui se fait, tout bête. Et ensuite, il y a l'idée que vous pouvez avoir de votre propre identité, même si on est le plus honnête possible. Vous avez des sources, j'ai les mêmes sources, on est les plus honnêtes qui soient, on veut faire le travail le plus clair qui soit, on ne fera jamais le même boulot. Tout simplement parce que, consciemment ou inconsciemment, on va accentuer quelque chose, on va trouver par notre propre passé, notre propre expérience, notre propre connaissance, notre propre culture, tout un environnement, choisir plus un aspect qu'un autre, plus en fonction de notre sensibilité. Et il y a des choses qui vont vous passer au-dessus de la tête parce que ça vous semblera pas intéressant et qui, moi, me semblent donc essentielles. Et pour comprendre la même chose. Et c'est là où cette notion d'objectivité, là on vient à cette notion de science aussi, de cette incapacité, et de cette notion d'objectivité, quelle que soit la sincérité, elle ne fonctionnera pas parce que de toute manière, on n'aura pas non plus, puisqu'il faut quelquefois, à moins d'être que dans l'édition brute de la source, on n'aura pas toutes les informations possibles, on ne saura jamais ce qui a été dit, on sait ce qui a été écrit, ce qui a été rapporté, et donc on n'aura qu'une image. Et c'est sur cette image-là, par contre, qu'on peut être là
j'allais dire meilleur. Et là, cette objectivité peut se faire. Et c'est quand on travaille sur cette histoire de l'histoire, ou au contraire sur la mémoire, que là, on peut l'atteindre. Parce que là, il n'y a plus rien à intervenir. L'historien n'intervient plus. C'est simplement la somme et le complément de tous les historiens qui ont travaillé sur. Et donc là, on construit une mémoire. Et c'est sur cette mémoire d'un événement, par exemple, je sais pas, Marignan, tout ce que vous voulez, que là, on peut avoir quelque chose d'honnête. C'est-à-dire qu'on saura, à partir du moment où les textes ont été produits, et comment finalement on a voulu s'en souvenir dans tous les textes qui ont été produits jusqu'à nous, qu'on peut construire quelque chose. Et là, l'objectivité peut se faire à condition d'être, là aussi, d'avoir travaillé honnêtement pendant tout le temps, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, pour revenir à cette question d'objectivité, est-ce qu'on peut faire de l'histoire sans émotion? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ça touche trop de choses. Comment faire de l'histoire sans émotion de la Shoah? Comment faire de l'histoire de l'émotion sur des histoires de guerre, de nations, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on a essayé de virer l'histoire politique, parce que justement l'histoire politique impliquait des idéologies et des émotions. Sauf que quand on fait de l'histoire des mentalités, on va vous parler des rapports hommes-femmes, mais là il y a des émotions, forcément. On va vous parler des histoires culturelles, et là il y a forcément des émotions aussi. Et on va vous parler d'état d'histoire, et il y a forcément de l'émotion. Faut pas oublier qu'on est dans la recomposition d'individus qui ont eu des émotions aussi, et d'histoire de ces individus ou d'un imaginaire de ces individus. Et donc sans ces émotions, et si on va rechercher pour justement comprendre leur imaginaire, et voire même leurs émotions, parce qu'il y a des histoires d'émotions aussi, et des histoires de la sensibilité, et bien on est obligé de fonctionner là-dedans. Quelle que soit la volonté d'aplatir et de faire quelque chose de froid. Et le froid, dans ces cas-là, donnera rien, et d'abord, vous fera un travail assez ennuyeux, et deux, vous serez passé à côté de tout. Mais par exemple, on peut dire en étant objectif que, je sais pas moi, mais que François Ier ou Louis XIV furent des meilleurs rois que Charles VI. Non. Non, parce que ça, c'est des regards en fonction, parce que là, vous prenez un Charles VI, le pauvre, il est malade. et puis, il y a un contexte qui n'est pas le même. Il y a un siècle ou deux de différence. C'est des questions d'image. Là, parce que Charles VI est en guerre contre les Anglais et confronté à des problèmes avec ses grands vassaux et en plus avec une maladie. Ça cumule quand même. Les autres n'ont plus ces problèmes-là, déjà. Ils en ont d'autres. Ils en ont d'autres. Mais, et puis, sur leur règne si long, forcément, il y a des victoires incontestables. Et puis des échecs aussi, des erreurs monumentales aussi, qu'ils n'ont pas vues simplement sur le moment, parce que ça permettait de faciliter une politique dans un court terme, dans un moyen terme, mais sur le long terme, ça a pu créer des choses pas possibles. Le Concordat, par exemple, de 1518, dans les années 1560, c'est un argument pour beaucoup, pour demander justement une réforme de l'Église et puis de s'éloigner aussi de Rome. Vous voyez, alors que dans l'immédiat, c'était s'accorder la papauté et pour avoir la paix et pour espérer un jour ou l'autre partir sur Milan. Donc, vous voyez, on est dans des choses comme ça qui dans l'immédiat peut paraître astucieux, nécessaire, mais qui sur le long terme n'est plus bon, ou en tout cas peut se renverser contre. Et pour Charles VI, je reviens, on est dans un contexte quand même assez compliqué, avec des alliances justement avec l'étranger qui n'existent pas ni sous François Ier ni sous Louis XIV. Mais, et il ne faut pas non plus oublier une chose, c'est que dans ces images-là de Louis XIV ou de François Ier, on a une image aussi de la monarchie telle qu'elle existe, qui n'est pas accordée à Charles VI, pardon. Et si on regarde bien, le système monarchique sous Charles VI aurait pu voler en éclats au regard de tout ce qui s'est passé, et ça fonctionnait bien, et donc du coup, ce prince n'a pas été... mais je vous dis, il est malade quand même. Faut pas... Après, si je peux me permettre, monsieur, c'est que certains vous diront que Louis XIV enfant
il a vécu des choses terribles qui auraient fait. pu amener à être un mauvais roi, et pourtant, il subit la guerre intérieure, la guerre extérieure. Tout à fait. Vous voyez ? Tout à fait. Mais bon, on est sur plusieurs décennies de règne, et on est... mais là encore, c'est la fragilité. Là encore, et là, oui, on rentre dans la notion d'émotion. C'est-à-dire qu'en grosso modo, on va prendre en compte l'idée qu'un enfant peut souffrir et tout ça, et quand même, il surdose, et il va surmonter ses souffrances. En fait, ce que je veux dire, c'est que Louis XIV a eu un contexte très difficile, et ça n'a pas empêché d'eux. Non. Alors que vous dites que Charles VI a eu un contexte difficile, et ça... Mais la structure de la monarchie ne le permettait pas encore à Charles VI de faire ce que Louis XIV a pu faire 3 siècles plus tard aussi. C'était la structure de l'État et du royaume. Bien sûr. Voilà. Mais en tant qu'historien, par exemple, si on prend le temps long, Oui. est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, je ne sais pas moi, les Babyloniens ou les Grecs ou les Romains ont plus apporté à l'humanité que d'autres... Non. Non, parce que ça, c'est dans notre logique du progrès. Et dans notre logique de croire que finalement, et ça c'est très, très 17e, mais surtout 18e siècle, à considérer que, puisqu'il fallait montrer ce progrès, et qu'on était là, nous, en Occident, à regarder notre propre évolution, et à regarder aussi les autres peuples, amérindiens, africains ou d'Asie, et à nous comparer avec eux. Et donc à dire, bah ouais, nous on est capable de construire ça, de faire ça, de vivre ça, on a inventé ça, et eux ils sont encore sous la tente à parler je ne sais comment, et à rester dans l'état primitif. Et c'était l'idée, selon eux. Et cette notion de primitif d'ailleurs est assez intéressante parce qu'elle va rester d'ailleurs pour tout. On va parler des primitifs italiens, des primitifs flamands. Quand on regarde, quand même, il ne faut pas exagérer. Et parce que tout simplement, ils n'ont pas passé la barrière de ce qu'on considère le début de notre progrès, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Renaissance. Et ben, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, grosso modo, on va nier ce qu'eux ont pu avoir comme imaginaire, comme culture, ou comme ce qu'on va essayer de rechercher à partir du 19e et surtout du 20e siècle. Et ce que l'ethnologie va essayer de faire à sa manière. Mais c'est ce regard-là sur certains mondes, eh bien, n'est qu'en fonction d'une autre. C'est-à-dire que c'est nous qui, à partir du XVIIe et surtout à partir du XIXe, dans cette notion de la civilisation qu'on crée et qu'on invente, qui est la notion du progrès, et ben veut dire que voilà, la notion de civilisation, c'est d'abord le genre humain, et puis après, ça se fait sur des régions géographiques. La civilisation européenne étant la meilleure, la civilisation française étant la meilleure de la civilisation européenne. Pour les Français, bien évidemment, c'est pas le cas pour les Allemands, c'est pas le cas pour les Italiens. Mais c'est là où le nationalisme est important aussi. Et les émotions. Et les émotions. Et là, quand vous avez ce concept de civilisation, eh bien, certes, on a intégré à force, même s'il y a eu du rejet 17e et 18e de tout ce temps médiéval, donc ce temps religieux, à partir de la fin du 18e et tout au long du 19e, on va dire non, si ça a un sens, c'est important, parce que justement, ça rentre dans cette filiation où chaque étape, où chaque période a apporté une pierre à l'édifice du progrès, comme une longue pyramide, comme une longue... voilà, c'est comme un peu l'échelle de Jacob, on avance toujours. Et donc, il fallait trouver avant. Forcément. Et bien avant, forcément on reste dans la logique de la succession des empires inconsciente qui avait été développée dans tout l'imaginaire chrétien du 15e, 16e et 16e siècle, voire même carrément avec Daniel sur la statue, la Bible. Bien évidemment. Oui. Mais on n'en parle plus de Daniel, mais on reste dans cette logique-là, enfin dans cette histoire, dans cette définition, hein, bien évidemment. Et forcément, c'est les Romains, c'est les Grecs, c'est les Égyptiens, et on fait tout le truc, et c'est le musée du Louvre en fait. Et le musée du Louvre, et oui, c'est la manière dont on va créer finalement toutes les espaces qui vont nous amener à notre civilisation, et la manière, et vous regardez l'entonnoir, où on va vous mettre les Mésopotamiens, les Babyloniens, les Égyptiens, on va au 16e, au 18e plutôt, il y a des grandes discussions, notamment Voltaire en fait partie, on fera partie en tout cas, de ce débat, ou savoir qui a été le plus évolué et qui a été le premier à proposer. Certains diront les Juifs, d'autres diront les Égyptiens, d'autres diront les Babyloniens.
Et en fonction des connaissances du temps, hein, bien évidemment, hein, c'est toujours la même chose. Et puis, eh ben, ce musée du Louvre, eh ben, va représenter finalement toutes ces sociétés, ce monde qui va apporter après, va créer ce monde chrétien, qui est forcément le meilleur, puisqu'il a acquis toute l'expérience des autres, et forcément arriver à partir des 17e et 18e aux salles françaises, où on n'est plus pratiquement que dans un art nationaliste, et national en tout cas. Et bien voilà, c'est exactement la même chose. Donc c'est là où il faut faire attention. Longtemps, par exemple, on va faire l'apologie justement du monde chinois jusqu'au temps où on va considérer que le monde chinois s'est arrêté parce que son régime politique n'a pas fait évoluer les choses, alors que les nôtres en Europe le permet. Voilà, on est dans cette idée comme ça, mais c'est toujours de se regarder soit par rapport aux autres, forcément de se trouver meilleur aussi, puisque c'est par rapport à un système de valeurs. Et là, on retourne aux émotions. Ou en tout cas à ce que l'on peut concevoir de soi et par rapport aux autres. On n'a pas demandé aux Africains ni aux autres pays, peuples du monde, de leur avis de ce point de vue. On a, nous, défini ça et on l'a aussi imposé. Michelet invente le terme de Renaissance pour mieux dévaloriser les temps féodaux. Parler de Renaissance ne revient-il pas à commettre un abus de langage ou plus exactement une erreur historique ? Dans la logique du progrès, non. Si on regarde réellement les choses, ben oui, parce que elle n'existe pas. Ce mot de Renaissance que Michelet utilise, alors le mot était déjà utilisé déjà, hein, depuis. Si on regarde la définition du mot de Renaissance, c'est d'abord dans le monde chrétien, tout bêtement, hein, c'est renaissance à Dieu, c'est baptême, enfin c'est tout ça. Donc cette idée de renaître à quelque chose après un péché, après une période difficile. Et c'est ça qui est amusant, c'est que cette notion-là, chrétienne, de renaître après le péché ou après l'ignorance ou après... Hein, et bien finalement on va l'imposer à notre société, à notre monde, à notre civilisation telle qu'on va la définir au 19e siècle, c'est-à-dire grosso modo, on va virer ce temps médiéval en disant que c'était quand même un temps un peu obscur à cause de la religion, et heureusement qu'on s'en est dégagé pour pouvoir justement ouvrir le progrès. La Renaissance, faisant comme si c'était Eureka, le jour après la nuit, l'aube des temps modernes, c'est tout le titre de nom, de chapitre, de livre qui existe. Et là, on va définir sur cette idée que voilà, l'homme se prend en charge, l'homme se sépare de Dieu, ou de la religion plus exactement d'abord, et notamment de la religion chrétienne et romaine, puisque le protestantisme est considéré comme une étape d'éloignement et d'émancipation face à tout ça, et donc de regarder ce temps-là comme finalement le début, non pas d'une laïcité, mais en tout cas de l'absence de la soumission du pouvoir religieux sur l'homme. Cette idée de renaissance, elle a été après définie, il fallait bien la définir, et donc on l'a définie par rapport à la notion du progrès, puisqu'elle est née de ça. Et donc on va parler, tout bêtement, de ce qui est à la base comme un enfant qui grandit, voilà. On renaît, donc on est à l'état d'enfant, de l'enfant qui est libéré du carcan religieux, mais qui a tout à apprendre. Et donc, un enfant, comme il va à l'école, et d'abord il apprend à dessiner et il apprend à construire avec des Legos et des choses comme ça. Mais finalement, si vous regardez, c'est exactement la même chose. Eh bien, on va prendre, on va dire, forcément sur le plan médical, sur plein de trucs comme ça, il n'y a pas grand-chose, même si on va exagérer les nouveautés de certains pour montrer que toutes les sciences sont en éveil. Et parce que c'est oublier d'autres connaissances à d'autres périodes plus anciennes, ou attribuer des connaissances plus anciennes attribuées à ces personnes qui sont justement dans ce temps dit de Renaissance. Et alors donc on va s'occuper de la peinture et on va s'occuper de l'architecture. Et puis à partir du XVIIe, forcément l'enfant devient un adolescent, il apprend à lire, à écrire, et donc du coup on va célébrer le XVIIe siècle comme le siècle de l'écriture. Et puis après forcément il grandit, donc il a la pensée de XVIe et XVIIIe siècle avec la philosophie. Et le XIXe siècle, l'homme était devenu adulte, il est complet, et il a réussi tout ça. Et on est dans cette logique-là. Et vous comprenez ? Et cette structure et cette construction
fait que la Renaissance, du coup, et c'est comme ça qu'on la définit toujours aujourd'hui, vous avez des tas de livres tous les jours qui vous paraissent en disant, voilà, le début de l'ère moderne, c'est en 1500, en 1515, en 1519, peut-être c'est de Manet en 1520, va-t-on savoir. On va vous trouver des dates complètement stupides. C'est à la fois autant des procédés d'historiens que des procédés d'éditeurs. Et des individualités aussi. C'est faire croire que, là encore, tout change en un instant. C'est pas possible, c'est pas vrai. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en vous citant l'exemple de Charles de Lorraine, cardinal de Guise, cardinal de Lorraine, non, Charles de Guise, cardinal de Lorraine, c'est plus juste. Eh bien, les choses sont dans l'air depuis longtemps, elles s'appliquent ou pas, on les accepte ou pas, mais finalement, il n'y a vraiment pas grand-chose sous le soleil. Et cette idée, par contre, mais très séduisante, que l'homme est à l'origine de son bonheur et peut faire son bonheur sans attendre que Dieu s'en charge, et qu'il peut être le fait maître à la fois du monde, de la nature, de son destin et aussi des destins des autres. C'est séduisant comme idée, mais l'idée qu'il y ait une progression constante et qu'on ne supprimerait tous les accidents, c'est-à-dire les guerres, les famines, les choses comme ça, qui finalement ne servent pas à grand-chose dans cette idée du progrès humain. Ce sont des accidents, des petites chutes, des petits hoquets, et d'où l'idée qu'on ne parle plus d'histoire politique, et bien qu'on ne veuille plus en faire, et qu'on s'intéresse simplement qu'au côté positif de ce que l'homme apporte à l'homme chaque jour. La notion de progrès, elle accompagne votre réflexion tout au long de votre livre. Vous en avez un peu parlé, mais de manière plus précise, comment définirez-vous le progrès, d'une manière générale, mais surtout, comment vous définiriez le progrès dans cette perspective de l'enseignement historique, notamment en France? C'est tellement dans l'idéologie. À partir du 19e, cette notion du progrès, elle a été adoptée par tout le monde. Elle était d'abord par un tout petit groupe au XVIIe, les intellectuels, et au XVIIIe, ça se développe par rapport à une sorte de parti, par rapport à un système politique, mais on est vraiment c'est vraiment une élite. Et même si, de par les publications, ça commence à se développer. Mais il y a un vrai débat, il y a un rejet, et majoritairement, les gens n'y sont pas. À partir du 19e, à partir de la Révolution, mais à partir aussi des différents régimes qui vont se succéder après la Première République, l'Empire, la Restauration, la monarchie de Juillet, la Seconde République, l'Empire, le Second Empire, et j'en passe, tous, pour montrer qu'ils finalement ils ont une légitimité, vont s'inscrire non plus dans cette notion du progrès, d'un retour en arrière, comme la monarchie rêvait de le faire, c'est-à-dire en gros, on travaille pour revenir à l'âge d'or, ou faire renaître cet âge d'or, mais on est dans l'idée d'un progrès infini de l'homme, et que le régime en place le permettra. Et que quel que soit le régime monarchique, avec une couronne ou pas, avec la présence de Dieu ou pas, laïque ou pas, avec des hommes qui sont engagés sur le plan religieux ou pas, tout le monde, et même la papauté d'ailleurs, va rentrer dans cette idée que finalement il y a cette construction et ce progrès, et que ce progrès est inévitable et qu'il faut l'accompagner. Et c'est toute cette définition qui finalement va permettre à tous ces régimes à la fois de s'imposer, et puis aussi, j'allais dire, peut-être aussi de se voir, les gens, puisque quand on promet un progrès, et quand on promet un bonheur, et quand on promet voter pour moi et ça se passera mieux, forcément, très très vite, là aussi il y a l'émotion, on vote par émotion, c'est d'ailleurs amusant, en général c'est je l'aime pas, je veux pas le saquer, il y a tous ces trucs là dans ces discours d'élection, pour les citoyens en tout cas, et puis forcément la déception, parce que tout simplement ça tourne pas, ça va pas assez vite, et comme je vous le disais tout à l'heure, le futur est plus lent que le passé, et donc il y a forcément des colères qui se créent par rapport à d'autres événements, mais cette idée quand même que le progrès est nécessaire, et qu'il est
et a été adopté par toutes les idéologies et des démocraties, autant que les régimes dictatoriaux ou fascistes divers et variés. Ce qui est amusant par contre, c'est que dans les régimes démocratiques, eh bien, ce progrès reste toujours infini, alors que dans les régimes dictatoriaux, le progrès a une fin à un moment. C'est un peu comme dans l'imaginaire chrétien, c'est ce qui est drôle, c'est qu'à un moment il y a une fin, il y a un accomplissement, il y a un bonheur perpétuel, et voilà, on atteint un autre paradis, si j'ose dire. Jules Michelet et Ernest Renan furent-ils des historiens ou des militants politiques? C'est très difficile pour les historiens du 19e parce qu'ils ont tous été très engagés politiquement. Guizot était ministre, Michelet n'a pas été ministre, mais s'est engagé politiquement d'une manière très claire. Il était royaliste catholique au début de sa vie, il a fini républicain et très favorable aux protestants. Renan, on ne peut pas enlever son régionalisme très puissant, et son idée de nation aussi. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que la plupart des historiens à la fin du 19e et début du 20e siècle sont des républicains très, très engagés, mais aussi favorable à l'empire colonial. C'est toutes ces choses-là, et c'est là par période, mais c'est un peu comme nous aujourd'hui, sans qu'on s'en rende compte, on peut adhérer à des choses ou favoriser des choses. Regarde le nombre de livres, par exemple, qui peuvent sortir aujourd'hui sur la forêt, la nature, des choses comme ça. Je viens de voir un livre là, voilà. Et c'est parce que c'est une préoccupation du moment. Et c'est quelque chose qui peut toucher, alors soit parce que c'est l'historien qui s'intéresse, parce que c'est dans l'air du temps, ou soit, et ça pourquoi pas, bien évidemment, ou soit c'est les éditeurs qui sont là aussi dans l'idée que ça peut aussi intéresser d'autres gens, mais toujours est-il que ça se structure comme ça. Et à partir du moment où il n'y a pas de formation au départ d'historien, ce sont des autodidactes. Et c'est simplement qu'au 19e qu'on va former les historiens par rapport à cette notion de connaissance et de structurer cette idée d'une histoire-science qu'on va vouloir faire. Mais au départ, ils ne le sont pas. Et ce sont ces gens-là, finalement, ces politiques, ou ces gens qui sont engagés politiquement, qui enseignent, certes, mais souvent la philosophie plus que l'histoire, et bien qui vont faire ces premiers livres d'histoire, ou qui vont faire ces livres d'histoire. Et c'est à partir d'eux que se structurera d'autres volumes et une autre pensée et un autre, j'allais dire, roman. En fonction de leur propre regard, en fonction de leur propre préoccupation, en fonction aussi de ce que d'autres vont dire, bah si, bon, c'est peut-être ça, mais il y a une autre histoire qu'on peut faire. Vous voyez, Clovis, par exemple, eh bien, va peu à peu disparaître ou s'intégrer au fin fond de l'histoire France, un peu dissimulée par le développement de l'histoire gauloise et autres, et jusqu'à devenir dans les années 70 quelque chose qu'il faut rejeter, et notamment parmi les républicains. Et les catholiques qui, à côté de ça, eh ben, vont essayer de faire ressurgir leur propre histoire. Et lors des 1500 ans de son baptême, eh bien, par des écritures, par des manifestations religieuses ou villageoises, simplement, vont essayer de faire renaître leur imaginaire. Et c'est là où la politique rentre en ligne de compte, par rapport à un choix d'individu, et où il y a des réactions aussi populaires qui peuvent se faire. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces réactions-là eh bien, intègrent après les livres, ou alors il y a des sortes de compromis comme ça, comme après 1905, et bien la Troisième République va essayer de trouver des compromis un peu plus astucieux, entre justement, pour ne pas énerver trop les catholiques qui ont été un peu... qui ont un peu souffert, en tout cas, de cette réforme. Dernière question. Si vous ne deviez citer qu'un seul livre consacré à l'histoire de France, lequel recommanderiez-vous? Je sais pas. Après, je vais vous dire, là encore, c'est des choses qui seront forcément liées à mon imaginaire, à mes sensibilités, aux textes qui m'ont fait faire de l'histoire aussi, et qui m'ont fait faire aussi des études avec certaines personnes. Alors, par affection,
Je vous citerai un livre de Colette Beaune qui s'appelle Naissance de la Nation. Et puis un autre, le petit Dagobert de Laurent Thaïs. Pour moi, ce sont deux livres qui ont été à la base de tout un imaginaire, qui m'ont proposé une façon de regarder l'histoire que je ne connaissais pas, qu'on n'apprenait pas. Et ce sont des livres à la fois qui parlent d'histoire politique, mais qui parlent aussi de l'imaginaire et de la manière dont on peut construire l'histoire, et à travers des personnages ou des événements qu'on ne sait pas vraiment, mais qui se structurent comme ça dans le temps, et qui deviennent, soi-disant, pour nous essentiels, alors qu'ils ne l'étaient pas forcément à l'origine. Voilà, c'est deux intelligences sur lesquelles je ne serais pas là. Et c'est deux livres qui sont les miroirs de ces intelligences-là. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.